Salut à tous. Alors, acheter un œil sur un contrôleur ESC. Je ne sais pas l'étiquette, mais c'est le Hobbywing, le 10BL120, bien connu de tout le monde en général. Il est assez économique et assez performant, le Quick-Ren. On va voir un peu ce qu'il y a dedans. Alors là, je l'ai sorti de son enveloppe. Évidemment, ça c'est. Je vais le laisser celui-là, c'est pas gênant. Alors on a les MOSFET, donc on a en général deux planchers. On a un plancher contrôleur et un plancher puissance. Voilà, ça c'est le plancher puissance qu'on voit ici avec hop, ici. Ça c'est le plancher puissance avec ses MOSFET recto verso. Alors comme on a les alimentations, c'est trois phases en fait. C'est trois rangées. La sort couverte d'un dissipateur, c'est pour la meilleure conduction thermique. Là, on les voit bien. Donc, c'est une rangée par phase. J'ai pas la loupe là, pour lire dessus. Donc, en fait, c'est les transistors. C'est ni plus ni moins que des interrupteurs qui s'ouvrent ou qui se ferment. En mettant plusieurs, en fait, chaque transistor a une puissance propre. Il peut passer X ampères. Alors, pour le savoir exactement, il faudrait le relever et puis chercher le datasheet. Enfin, la doc technique du susdit transistor, ici. Chaque transistor, donc, comme je disais, c'est un interrupteur électronique, ni plus ni moins, de puissance, qui est capable de délivrer X ampères quand il est fermé, et rien du tout quand il est ouvert, évidemment. Avec des variables au milieu, évidemment, parce que c'est un interrupteur, enfin, c'est plutôt un variateur, on pourrait dire un variateur, en fin de compte, parce que la tension appliquée va plus ou moins le fermer, vite ou moins, enfin, surtout, il se ferme vite ou pas. Selon leurs caractéristiques, il y en a qui sont plus rapides, d'autres plus puissants. Ils ont des formes de boîtiers qui peuvent être différents. Là, on a de la surface, mais dans le temps avant, on avait ce qu'on appelle les boîtiers SE8. Le boîtier SE8, ça ressemble à celui-là. Là. Voilà, ça c'est un boîtier SE8. On a aussi des transistors de puissance comme ça. Ça, c'est aussi un régulateur, ici. Donc ça, c'est la partie électronique. Donc ici, on a le microprocesseur qui permet, selon les informations, de distribuer un peu à tout le monde ce qu'il veut qu'il fasse. On a une partie pour le bec. Alors, je pense que ça, c'est le bec. On a la partie là pour le petit ventilateur. Ici, on a le sensor. Une bobine, on a des condensateurs, bon c'est de l'électronique, après de l'électronique classique qui est utile à chaque chose. On a encore ici un contrôleur ici. Donc les informations qu'il envoie, il les interprète et après il donne l'ordre au transistor à travers ces broches ici. Il donne l'ordre en fin de compte d'ouvrir ou de fermer plus ou moins le transistor. C'est simple, c'est bien fait. Là, c'est du chinois, mais on voit que c'est. J'essaye de mettre le truc bien. On voit que c'est quand même soudé propre. On a quand même vachement évolué par rapport au temps d'avant, où c'était un peu soudé à la louche, mal foutu. Là, c'est quand même propre. C'est verni, donc du coup, c'est assez résistant aux problèmes extérieurs et éventuellement l'humidité en l'occurrence. Pour savoir, par exemple, quand il fait froid, le SC va chauffer, et quand on va le couper, vu que l'environnement est froid, on risque d'avoir un peu de la condensation, par exemple. Ça, c'est quelque chose dont il faut se méfier. La partie puissance. Alors, il y en a qui arrivent à les réparer, si vous arrivez à... Il y en a qui crament des fois. Si ça crame, on peut éventuellement les remplacer. Bon, après, il faut l'outillage pour le faire. Il faut pouvoir dessouder, faut la pompe à chaleur, là, comme j'ai de l'autre côté. On met de la pâte et puis la conductrice, là on chauffe, on le sort, on remplace et puis des fois ça repart pas, enfin la plupart du temps. Parce qu'en amont, il y a quelque chose qui a cramé là-dessus. C'est pas toujours facile de détecter quoi. Alors un condensateur, on peut arriver à le changer. Ça encore, c'est quand même laborieux. Vous avez vu l'espace, c'est quand même pas évident. On peut arriver à le changer. Mais la plupart du temps, ils sont claqués. Quand ils claquent, ça fait un peu de dégâts.
Je ne sais pas si celui-là est protégé contre les inversions de polarité, c'est-à-dire que si on inverse plus-moins, tout que ça engage pas grand-chose, il suffit de mettre une diode quoi, hein, sur la partie alim, pour, en fin de compte, éviter ce genre de problème, quoi. Ça devrait être, je comprends même pas que ça soit, ça devrait même être complètement non négociable, cette histoire de diode. Ça peut arriver de se tromper, hein, ça m'arrive à moi aussi, malheureusement. Bon, sans dégâts sur les derniers, puisqu'ils sont protégés, donc on risque plus grand chose. Même si on inverse, au pire, il se passe rien. Et puis, on remonte le petit bazar. Hop, voilà l'empilage, hein, en fin de compte, à quoi ça ressemble. Alors, pourquoi je fais cette petite vidéo? Parce que la plupart du temps, on ne s'en occupe pas tellement des contrôleurs. Ils sont montés dans la voiture. Souvent, ils sont collés avec du double face. Pas toujours accessible, super facile. Et on a tendance à les oublier un petit peu. Voilà, ils fonctionnent et puis c'est bien comme ça, ils sont là. Ce que j'ai vu fréquemment au fil du temps, c'est les contrôleurs des fois qui avaient des fonctionnements un petit peu erratiques, voire qui dysfonctionnaient. Parce que, on dit pas parce que, en fait, il y a de la saleté qui se met au fond du boîtier ici. L'étanchéité étant relative, où on se fait une vraie étanchéité soi-même quand on l'a tout neuf. Mais bon, je sais que beaucoup de gens veulent pas toucher parce que c'est garanti, patati, patata. Bon, voilà. Je comprends, hein. Mais ce qui se passe, c'est que en fin de compte, quand le boîtier est fermé, il y a de la saleté qui se met là, de la poussière. Alors j'ai même vu des caoutchoucs de thermogommes, un peu tout ce qui passe un peu par ici. Ça peut rentrer par les prises, ça peut rentrer par là, ça peut rentrer par le haut ici, la poussière, etc. De toute façon, ça finit toujours par rentrer dedans. Si vous êtes un tant soit peu curieux, allez voir dans un contrôleur, vous verrez que c'est pas chouette, hein. Alors j'imagine plus entêté, quoi. C'est moins vrai pour ceux qui sont étanches, mais pour ces modèles-là, on va dire, pas du tout. Donc il convient, sans tout démonter comme je viens de le faire, simplement d'enlever le boîtier, le fond de boîtier, et de passer un petit coup de brosse à dents dessus, comme ça. Souvent ici, avec le temps, on a aussi de l'oxyde qui se fait en dessous, parce qu'on a un peu d'humidité, parce qu'il y a de la saleté, donc ça fait un peu, même si c'est verni, ça fait toujours un peu d'oxydation là en dessous. Et ici, on a de la merde qui se met. Alors, vous voyez, il y a des toutes petites papates, toutes fines. Si de la saleté vient se mettre là, après ça oxyde, et puis on dysfonctionne, quoi. Ça c'est quelque chose. J'ai eu le cas plusieurs fois. C'est pas une légende, hein, c'est vrai. Ça m'est arrivé, et c'est arrivé à d'autres aussi. Donc, ne pas hésiter, une fois de temps en temps. Alors, bon, faites comme vous voulez, comme vous pouvez, mais je pense que une fois par an, c'est pas con, quoi. Parce que, je vous dis, vous serez impressionné par la merde qu'il y a là au fond. C'est valable aussi pour le récepteur, évidemment. Moi, j'ai des récepteurs, des fois j'avais des petits problèmes, etc. Pourtant, c'est pas des récepteurs low cost, hein, c'est quand même. Les Sanois, là, ils sont quand même de qualité. Et en fait, j'ai de la saleté qui s'est mis en fond de boîtier dans le récepteur, et puis déconné, je l'ai nettoyé, il est reparti, quoi. J'ai plus de problème. Donc, ce que j'ai fait, par exemple, sur la 8e électrique, où le contrôleur il est assez exposé en face de la roue, en fin de compte, donc il ramasse pas mal de merde. Ce que j'ai fait, je l'ai démonté comme je viens de le faire. Là, je l'ai siliconé, en fait, partout. Et je l'ai refermé. Et puis, j'ai plus de problème depuis, quoi. Donc voilà, si ça peut renseigner. Alors si vous faites gaffe, voilà, si vous touchez à rien, vous risquez rien, hein, il ne se passera rien non plus, hein, c'est pas quelque chose de fragile, il ne faut pas bourrer qu'un outil, et ça, évidemment, hein, il faut respecter l'électronique. Mais si vous êtes un petit peu soigneux et que vous avez éventuellement un contrôleur qui a déjà un petit patauge depuis un peu un moment dans la poussière, là, etc., s'il n'est pas étanche, voilà. Même s'il est étanche, hein, de toute façon, ça n'empêche pas de nettoyer, surtout la partie broche ici, hein, c'est surtout aussi cette partie-là qui a tendance à... Et la séparation d'isolation, elle est quand même faible.
entre les bornes, hein. Il n'y a pas beaucoup d'espace. On a vite fait d'avoir de la saleté qui s'agglutine ici. Alors je sais que pour les plus soigneux d'entre vous, ils passent régulièrement, etc., qui contrôlent. Euh, mais il y a toujours un espace, je ne sais pas comment c'est possible, mais il y a toujours un espace où ça finit par rentrer, quoi. Peut-être avec les vibrations aussi, peut-être, voilà, ça arrive toujours à rentrer là-dedans. C'est assez incroyable. Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé. Euh, il y avait un petit ventilo dessus qui va là. Voilà. Je remonterai après. Bon, les ventilos, c'est pareil, hein, c'est un peu du matos éphémère, je trouve. Il dure pas super super longtemps, hein. Sur les ESC, en général, ça va encore. Mais alors moi, j'ai des soucis des fois avec les hautes vitesses, là. Ils vivent rien du tout. Quand on voit le prix qu'on les paye, et la durée de vie qu'ils ont des fois, alors je sais bien que c'est du consommable, mais il y a quand même un minimum, je pense. Tiens, un autre truc que je vais vous montrer, qui m'a scotché. Batterie IP, acheté le 2, donc en février de cette année. Pourquoi j'ai mis 24, mais c'est 25. Visez un peu. Elle a jamais roulé, je sais pas si vous voyez. Elle n'a jamais roulé. Elle est légèrement gonflée. J'ai juste fait un cycle tranquille peinard, petite charge à 80%, petite décharge peinard, recharge. J'ai fait 2-3 petits cycles. Elle n'a jamais été dans une voiture. Et elle est gonflée. Alors j'en ai une autre, identique, qui est nickel, qui a eu exactement le même traitement. Elle est nickel. Et celle-là, elle a gonflé. Alors je ne sais pas pourquoi. Si quelqu'un sait m'expliquer pourquoi il y a de l'oxygène qui s'est fait dedans, parce que l'oxygène, ça ne vient pas par hasard, hein, dans une cellule. Alors je pense que c'est la cellule du haut. Parce que celle du bas a l'air relativement. Bon, c'est de la cellule du haut qui a pris. Et je ne sais pas expliquer pourquoi. Elles ne sont pas stockées au chaud. Elles sont. Voilà, je prends soin de mes batteries, hein. J'en ai d'autres de la même famille. Exactement de la même famille, mais en shorty. Voilà, celles-là, elles ont roulé déjà un peu. Elles bougent pas, quoi. Donc, j'ai aucun. Pourquoi celle-là, ce phénomène? J'ai même des batteries plus vieilles. Alors, celles-là, elles sont super vieilles. Elles ont été un peu même maltraitées, je dirais. Celle-là, elle a des années, celle-là, la Rude Dog, là. Elle a des années, des années. Elle est nickel aussi. Donc, je sais pas pourquoi, cette batterie-là, on sent hein, clairement hein, qu'il y a un gonflement. Voilà. Alors, je sais pas quoi faire. Ou je la garde, je la roule quand même, ou puis je vois comment elle évolue, si ça part en cacahuète. Donc, hier soir, j'y ai fait un cycle et tout, elle prend bien et tout, il n'y a pas de souci. Elle décharge bien, il n'y a pas de souci non plus. C'est juste cette petite bosse là qui m'emmerde un peu parce que c'est une batterie neuve quand même, mais ça ne quand même pas donné, hein, c'est quand même une 10 000, je veux dire, je sais pas pourquoi. Alors je veux pas la démonter, ça me casse un peu les cacahuètes de le faire, mais de toute façon, surtout que je sais que ce que je vais trouver, hein, je vais trouver une lipo gonflée. Alors j'ai déjà vu des mecs qui font avec une toute petite aiguille, qui la dégonfle et qui rebouche de suite et tout, bon je peux m'amuser à ça. De toute façon, si elle a gonflé, c'est malsain. Donc, où elle est plus vieille, je sais pas. Franchement, je l'ai chargé à 80%. J'ai fait une petite décharge, je crois, à 10 ampères, tranquille. Et sur le moment, elle était bonne, il n'y a pas de problème. C'est juste là, hier soir, en reprenant dans ma valise de lipo, je prends cette batterie, je fais, oula, effectivement. Donc, je vais la mettre dans la moto, on verra. C'est pas trop violent, donc je verrai si elle reste comme ça. Si elle reste comme ça, bah, elle reste comme ça. Si elle reste pas comme ça, qu'elle continue de prendre, qu'elle continue de monter. Voilà. Je pense pas que ce soit le plastique qui soit déformé, mais on sent que ça pousse en dessous quand même, hein, j'ai l'impression. Et ça pousse quand même parce que le plastique il est quand même assez rigide, malgré tout. Quand même qu'il y a un peu de pression, quoi. J'aime pas tellement garder des batteries comme ça me stresse un peu. Donc voilà, bon, je sais pas. Je sais pas pourquoi celle-là, c'est la première fois que ça m'arrive, hein. Je l'ai déjà gonflé, mais je sais pourquoi, parce que je l'aurais tiré dessus bien plus que ce qu'elle pouvait donner, surtout dans les avions, dans les racers. Je les ai vraiment martyrisés, mais là, pourquoi j'ai marqué 24, c'est 25, c'est le mois de février. Je les ai achetés au mois de février, celle-là.
J'avais pas dû passer l'année quand je l'ai marqué encore. Et du coup, voilà, donc c'est un peu emmerdant parce que c'est quand même des batteries que je voulais utiliser dans ma huitième. À voir, à essayer. Voilà, pour info. Ça va, vraiment, cette marque-là, c'est bizarre. Bah, merci d'avoir regardé et puis à la prochaine. Bye bye.